Alors, ça mène à quoi? Ça mène à la grande philosophie, qui est la mère de tout, qui vous permet de pouvoir gérer tout. Si on doit regarder de plus près, c'est lui qui nous est un peu plus proche, c'est Aristote. Platon, Aristote, Épicure. Les exemples sont à foison. Voyez-vous, ce qui reste, c'est ça. Donc, notre travail à nous, c'est d'honorer la pensée parce qu'elle est éternelle. Parce que nous, quelqu'un comme moi, j'essaie de toute façon appartenir à un pays qui ne lit pas, je naîtrai de manière posthume. C'est une phrase qui me touche particulièrement. Oui. Naître de manière posthume, ça veut dire que finalement, vous ne croyez pas à la capacité de cette société à comprendre votre pensée à vous, ou alors s'ils la comprendront, c'est bien après. Or, l'Occident exige que ce que il pense doit être appliqué sur le plan universel. Nous disons non, l'universel c'est l'addition de chaque civilisation, de chaque position sur la planète pour former un tout qui doit être convenable. Que signifie exactement ce mot dans votre pensée philosophique et politique? Puissance. Quand vous dites puissance, ça vous ramène à quoi? Qu'est-ce qu'on retient? La puissance est d'abord la volonté de vie. Peu importe le domaine. Peu importe le domaine. La volonté de vie pleine et entière, sans obstacle. Il faut lever tout obstacle qui s'oppose à ma volonté de vie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à ce programme, Les Plumes Conscientes dans sa version Cerveau Bleu. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre cette émission et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ensemble, nous créerons une communauté plus large des cerveaux bleus. Ce soir, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir un invité de marque. Vous le connaissez certainement, mais je vais vous le représenter à nouveau. Il s'agit donc de Monsieur Pépin Guillaume Manjolo. Monsieur Pépin Guillaume Manjolo, bonsoir. Bonsoir. Alors, à chaque fois que je vous reçois, je me pose toujours la question de savoir si je dois vous présenter. Vous êtes une figure bien connue de l'espace politique, mais aussi l'espace culturel de notre pays, la République démocratique du Congo. En quelques mots, je vais m'essayer. Vous êtes avocat, vous êtes essayiste en philosophie politique, vous êtes un homme politique, je l'ai dit, de la République démocratique du Congo. Vous avez été ministre d'État chargé de la coopération internationale et de l'intégration régionale et de la francophonie dans le gouvernement Ilunga entre 2019 et 2021. Mais vous vous illustrez surtout comme un intellectuel engagé et auteur de plusieurs ouvrages de réflexion sur la société congolaise, sur la politique, sur la culture, mais aussi sur la condition humaine. Vous êtes docteur en droit, formé à l'université de Caen et à l'université Saint-Louis de Bruxelles, si je ne m'abuse. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels La révolte métaphysique d'un jeune Congolais, L'homme et la structure, Ma nation, les 40 épîtres ou maintenant Puissance, on va en parler en long et large tout à l'heure. Vous interrogez comme ça les causes profondes des faiblesses des sociétés africaines, la responsabilité des élites, la crise morale, ainsi que les conditions d'une renaissance intellectuelle et politique au Congo. C'est beaucoup de casquettes. Comment vous faites pour toutes les porter si bien? Mais il y a une casquette unique de laquelle part un faisceau de possibilités. Lorsque vous touchez à la pensée, à la réflexion, à la profondeur de ce qu'une société est et doit être, obligatoirement vous avez un rayonnement vers plusieurs directions. Lorsque vous touchez à l'âme et à l'esprit d'un peuple, c'est que les Allemands appellent le Volksseele et le Volksgeist. L'âme et l'esprit d'un peuple, ça vous permet de voir, d'ailleurs de plonger dans les scories de l'histoire de ce peuple, pour voir comment il a vécu jusque-là, comment est-ce qu'il a construit sa société, comment il se projetait, comment il a construit sa cosmogonie, donc son rapport avec l'au-delà, et comment il pouvait se projeter dans tous les domaines. Et maintenant, avec la conjonction d'éléments tirés des rencontres avec les autres peuples, avec les autres civilisations, on essaie de faire ce qu'on appelle en droit le forum shopping.
C'est-à-dire aller picorer ici et là les éléments nécessaires pour ajouter à sa culture, l'augmenter, la solidifier et lui trouver de nouvelles perspectives en fonction de la réalité du moment. Donc dans les contextes dans lesquels on se trouve. Alors ça mène à quoi? Ça mène à la grande philosophie, qui est la mère de tout, qui vous permet de pouvoir gérer tout. Si on doit regarder de plus près, c'est lui qui nous est un peu plus proche, c'est Aristote. On me dira, oui, Aristote, d'accord, mais avant il y avait les Égyptiens, certes, mais ce que nous tenons aujourd'hui par notre éducation, c'est ce qu'Aristote, enfin ce que les Grecs, la période hellénique a tiré de l'Égypte antique, a structuré, a composé, a écrit, nous a proposé par la suite et tout ça, ce qui fait que ça revient chez nous de manière très calibrée, compartimentée, structurée. Aristote vous fait à la fois la logique, les mathématiques, la politique, l'éthique, y compris la physique. Et à la fin, ce sont les travaux d'Andronikos qui a statué sur, qui a archivé tous les travaux d'Aristote. Et l'avant-dernier texte, c'était la métaphysique, plutôt la physique. Et le dernier texte, c'était un texte qui posait des questions sur l'origine de tout. Et comme ce texte venait après la physique, il l'a nommé métaphysique. Donc c'est les questionnements sur toutes les sciences, l'origine de toutes les sciences, leur fonctionnement, leur nécessité, c'est ce qu'on appelle la métaphysique. Donc, venir après la physique. Alors, cela dit quoi? C'est toute personne qui est impliquée dans la quête de la connaissance, scorie de l'histoire, de son être, qui apprend d'abord, la première chose, c'est à se gouverner soi-même. On trouve ça chez Confucius, on trouve ça chez Socrate, d'ailleurs, qui découvre ça sur les frontons de Delphes, connais-toi toi-même. On peut gouverner les autres quand on sait qu'on se gouverne soi-même. Et tout ça. Donc, toutes ces choses-là, lorsqu'on le fait au quotidien, ça fait plus de 40 ans que je ne fais que ça. Que ça. Alors, ça ouvre un panorama de possibilités illimitées. D'où je peux toucher à ça, toucher à ça, toucher à ça. Mais c'est au quotidien que je fais ça. Bien sûr. Donc c'est une construction permanente. C'est permanent. Une génération spontanée. Ah non, c'est pas spontané. Il faut être dans les dispositions aussi. Il faut avoir une bibliothèque. Il faut construire sa bibliothèque au quotidien. Il faut lire et lire, encore lire. Lisez encore pour paraphraser Tigui Lebé. Lisez encore, lisez toujours. Il y a des gens dont c'est le métier. Donc je ne peux pas dormir sans lire. C'est impossible. C'est un manque absolu. Alors, au plus on lit, au plus on apprend. Au plus on se trouve bête sur beaucoup de domaines. Oui, au plus on construit de nouveau. On dit, ah non, mais je ne savais pas. C'est clair. Je croyais savoir alors que je ne savais pas. C'est clair. Et c'est tous les jours comme ça. C'est tous les jours. Alors venant de vous, ça a encore plus de pertinence, justement, sur cette nécessité de lire. Aujourd'hui, particulièrement, on va vous recevoir dans votre casquette d'écrivain déjà, mais de philosophe aussi. Et on va essayer de s'y appesantir parce que vous venez de signer un livre que vous avez intitulé Puissance. Le titre est déjà assez évocateur. La forme aussi, vous allez certainement nous en parler. C'est un livre qui est paru récemment aux éditions Mutumbu et qui a été préfacé par Ngoma Binda. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi vous avez décidé de faire préfacer votre ouvrage par un professeur de renom, finalement, de notre pays en République démocratique du Congo? C'est parce que vous avez envie, justement, de marquer déjà les esprits, de donner une trajectoire par rapport au contenu de ce livre? Non, c'est pas par rapport à ça. C'est-à-dire que lorsqu'on écrit des essais, il faut les présenter à ceux dont le métier, c'est la production scientifique. Qui vous en souviennent déjà qu'en 2005-2006, j'avais sorti mon livre « Ma Nation », de la dégénération d'une nation de sa renaissance. Ce livre avait été préfacé par Jean-Pierre Landrin, qui était mon professeur de philosophie d'histoire, et qui était aussi doyen de la faculté des philo et lettres à Saint-Louis. C'est lui qui l'avait préfacé, les tout premiers livres. Et puis, après ça, j'ai sorti mon livre L'homme et la structure, qui a été préfacé par le professeur Balanda. Et puis, j'ai travaillé sur plusieurs livres avec l'éminent, les ducs de la pensée congolaise, Kamana.
Et je travaille toujours avec ceux qui ont atteint les degrés les plus élevés dans la pensée, dans la connaissance, pour évaluer si effectivement ce que je propose tient la route ou pas. C'est une exigence personnelle. Ah bien sûr, je ne peux pas me dire, voilà, je sais, alors que bon, ceux qui sont maîtres dans le domaine disent, non, mais non, vous ne savez pas. Mes prétentions doivent être évaluées, doivent passer à la grille de lecture, à l'évaluation précise de ceux qui savent. Et ils vous ont tous adoubé? Tous m'ont adoubé. Et d'ailleurs, là maintenant, pour information, nous sortons les mélanges des Kamana. Il y a 12 éminents professeurs d'université et penseurs qui sont attelés à pouvoir produire ça. Il y a plusieurs philosophes dedans. Il y a les non-philosophes, c'est notamment Jean-Paul Sigiobe, qui est enseignant en droit à l'UNIKIN, avec qui on a fait des 3e cycles à Saint-Louis. Et il y a moi. Donc on est 13 à pouvoir produire la pensée des Kamana, l'expliquer, la présenter, chacun en ayant pris une portion. Et j'ai pris ma portion et j'ai déposé, c'était accepté et par tous en disant non, c'est ça c'est bon ça. Donc ça y est, je suis toujours avec eux. Bon, sans oublier par ailleurs que de temps en temps je traverse à Brazzaville pour travailler avec Monsieur Obenga. Un peu. Donc je navigue un peu dans ce périmètre-là en permanence parce que tous acceptent ce que je propose comme travail, ce que je produis comme travail. Ça a un sens, ça peut avoir un impact, peut-être à titre posthume, j'en sais rien, mais ça peut avoir un impact pour ma société. Alors je trouve que l'initiative de parler justement de Kamana, après son décès, on a tous été un peu offusqués de la manière dont il est passé un peu dans l'oubli. Et vous l'avez beaucoup dit sur les plateaux, la manière dont on se souvient de nos héros, de nos penseurs, c'est quelque chose qu'il faudrait aussi revoir, mais je pense que c'est une très belle initiative de redonner une sorte de voix, un second souffle à cet auteur qui est parti trop tôt. Et donc je disais puissance. Vous l'écrivez sur 4 chapitres, premier chapitre du peuple congolais, deuxième du savoir, de la cité raisonnable, et puis de la puissance finalement. On va s'attarder sur la puissance, mais avant de pouvoir y arriver, je trouve qu'il y a comme ça des influences philosophiques qui reviennent souvent dans notre pensée. Il y a des noms qui reviennent, on le voit bien quand on lit votre ouvrage, il y a notamment Nietzsche, il y a Kamana dont vous avez parlé. Quels sont les héritages, on va dire, intellectuels de ces penseurs que l'on retrouve dans Puissance? Mais il y a deux choses. Vous touchez là sur deux auteurs principaux et majeurs dans l'histoire de la philosophie à la fois mondiale et congolaise. C'est-à-dire que Nietzsche et Kamana. C'est deux penseurs majeurs. Et deux penseurs qui ont vécu l'idiosyncrasie. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont vécu la vie philosophique. Ils ont vécu la vie philosophique. C'est-à-dire à ce qu'ils produisaient, ils s'appliquaient à eux-mêmes. C'est extraordinaire. On n'a pas eu beaucoup de penseurs à avoir fait ça. Aujourd'hui, je suis par exemple malheureux de voir que Mudimbe n'a pas vécu la vie philosophique. Il a produit énormément, notamment L'odeur du père, qui est un texte terrible pour se débarrasser du père qui est le colon, qui est celui qui nous a occupés, qui nous a soumis à l'esclavage et tout le reste et tout ça. Mais il a passé toute sa vie en Occident jusqu'au bout. Il ne s'est jamais détaché. Le rôle un peu du philosophe, c'est de penser une société. Non, c'est penser la société et vivre la société en même temps. Vivre sa pensée de manière pratique, de manière charnelle. Il n'a pas vécu de manière charnelle. Il a vécu avec le Père, alors qu'il a réprouvé l'odeur du Père. Le texte est extraordinaire. Il est accusateur. C'est un réquisitoire d'une puissance absolue sur le Père. Et d'ailleurs, on retrouve ça dans l'invention de l'Afrique, où les autres ont inventé l'Afrique selon leur point de vue, leur position, leur opinion, pas un point de vue, parce que selon les ministres, le point de vue, c'est une partie de la vérité. Non, ça, c'est pas la vérité, c'est la xénologie, c'est avoir la lecture de l'autre avec ses propres lunettes, donc c'est pas forcément la vérité. Il a dit ça. Mudimbe a dit ça. Mudimbe nous dit par ailleurs qu'il faut absolument que chaque peuple puisse créer son Weltanschauung, c'est-à-dire que sa vision du monde. On ne peut évaluer un peuple que par sa vision du monde. Mais finalement, Mudimbe n'applique pas ça. C'est pareil avec notre vieux Sédar Senghor, de la négritude et tout ça, qui se marie avec une caucasienne qui s'installe à Caen. J'étais à Caen, je sais que bon, il habitait là, c'est son coin, préférait non le Sénégal. Toutes ces choses-là... C'est donc un reproche que vous leur faites. Ah oui, je leur fais ces reproches-là sans commune mesure. Mais c'est pas Kamana. Kamana a vécu dans la misère absolue, dans les dénuements. Kamana a produit Lucha, produit Filimbi, a enseigné dans des conditions, mais d'une misère absolue.
Il a vécu en saroual camise toute la journée, et tout ça en écrivant, proposant, et sans cesse, quoi, sans cesse. Et pareil que Nietzsche, qui a vécu dans une misère absolue. Nietzsche, de son vivant, il ne vendait pas des livres du tout. Il pouvait atteindre un maximum de 5 à 10 livres, tout au plus. Mais il était dans le circuit des intellectuels occidentaux. Il s'est même débarrassé de Wagner, qui était son maître, qu'il adorait. Mais quand il a découvert que Wagner était antisémite, était raciste et tout ça, il dit mais c'est pas compatible avec ma philosophie et ma religion. Je ne peux pas être avec quelqu'un que j'adulte, que je prends pour maître, pour modèle, et qui finalement vit une vie qui est complètement opposée à la mienne. Il s'est débarrassé. L'histoire nous renseigne que sa sœur s'est plutôt rapprochée. Oui, bien sûr. Il n'était pas d'accord avec sa sœur déjà, il s'était débarrassé de toute sa famille, donc il était en relation avec sa mère qui les soutenait un peu. Mais finalement, Nietzsche n'est pas d'accord avec sa sœur. Clairement. Les correspondances qu'il y a entre lui et sa sœur, sont terribles. C'est des mépris absolus. Puisque bon, quand on étudie un auteur comme celui-là, il faut voir aussi sa correspondance, tout ce qu'il a fait et tout. Un exemple simple, c'est que La volonté de puissance... Il y a une grosse controverse à ce niveau-là. C'est pas son livre, il n'a pas écrit. Ah non, il n'a pas écrit, c'est pas lui. C'est pas de lui. Sa pensée aurait été altérée pendant ces moments de... Pas du tout. La volonté de puissance, ce n'est pas son livre. Puisque bon, les grands spécialistes, notamment Montineri, qui est un Italien, qui travaille beaucoup sur Nietzsche, c'est le meilleur. Pour l'instant, c'est lui le meilleur. Quand vous cherchez un livre de Nietzsche, donc cherchez celui qui a été traduit par Montineri. Et c'est le meilleur. Il a d'ailleurs écrit un livre qui dit « La volonté de puissance n'existe pas ». Donc, Nietzsche malade, mourant, sa sœur récupère quelques fragments des volontés de puissance, et puis va trafiquer ça avec ses amis nazis et tout ça, et qui mettent ça à la disposition du régime nazi par la suite. Nietzsche est déjà parti. Ce qui a terni un peu son image, quand même. Il est parti... Non, ça n'a pas terni son image, parce que bon, les gens ont une mauvaise lecture de la ligne du temps. Nietzsche meurt en 1900, plus ou moins avant 1900, dans cette période-là. Et donc, les nazis arrivent en 1933. Donc, il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport entre Nietzsche et les nazis. Maintenant, le texte de Nietzsche est traficoté, adapté à une situation politique qui est celle du national-socialisme, et ça n'a rien à voir avec Nietzsche, rien du tout. Donc voilà, Nietzsche a vécu l'idiosyncrasie, c'est-à-dire que sa politique, sa philosophie correspondait à sa vie. Pareil que Kamana. Alors, ces deux proposent, l'un, volonté de puissance, qui est la volonté de vie, chez Nietzsche, et Kamana propose l'imaginaire et les pays de commencement et de l'imaginaire. Je trouve ces deux concepts d'une profondeur absolue pour un pays comme le nôtre. C'est-à-dire ces pays des mathématiques du Shango, c'est des pays de commencement. Ces pays de l'imaginaire où les sons musicaux sont juste indiscutables, 450 peuples qui ont des sons variés, qui ont des philosophies variées, qui ont une cosmogonie extraordinaire, mais qui ont tous, bizarrement, la même conception divine. Dieu, Nzambe, Vidimukulu, tout ça, tous croient en un seul Dieu à un moment donné. Et Kamana a été là-dedans pour pouvoir attaquer les crétinismes de la religion moderne, l'imbécilisation par les églises des réveils. C'est Kamana qui travaille là-dessus. Et moi, je trouve que c'est des matériaux intéressants pour moi à exploiter pour montrer effectivement la chute de notre société aujourd'hui. C'est l'imbécilisation dans tous les domaines d'activité. Et Kamana l'a dit, et elle a prédit. Si vous continuez sur cette voie-là de l'imbécilisation par la religion commerciale, par les crétinismes dans tout domaine d'activité, notamment dans l'éducation, écoutez, on ne va pas s'en sortir. Et nous sommes dans cette situation-là. Alors, donc on voit bien que les influences de ces auteurs sont très présentes et vous ont inspiré. Et le côté philosophique, pour moi, ressort, mais de manière très, très profonde, parce que vous évoquez effectivement des thèmes forts, comme la raison, comme la vertu, comme le savoir. Qui sont, vous le dites, je reprends vos mots, des termes, des forces libératrices. Il y a un passage, il y en a beaucoup, si vous regardez mon exemplaire, il est truffé de signalements, et donc il y en a beaucoup, mais il y a quelques-uns qui retiennent particulièrement mon attention. Par exemple, quand vous dites ériger le savoir comme instinct de premier ordre, j'insiste sur le mot, de premier ordre, devant lequel tous les autres instincts doivent baisser la tête. Et j'aime bien l'image qui est attachée, c'est-à-dire qu'à la fois il y a une profondeur dans la pensée, mais il y a aussi une forte image qui donne de la force à cette profondeur. Et donc vous dites baisser la tête et même s'agenouiller. C'est ce que nous nommons la promotion salutaire de la puissance, illuminatrice
de la raison. Ce qui veut dire en d'autres termes que selon vous, la puissance, on en parlera, mais elle commence par la pensée. Oui, tout à fait. Vous savez, dans les lettres philosophiques de Voltaire, quand il est en Angleterre, il arrive, il fait son petit sondage, il croise des gens, il dit voilà, il pose la question, quel est les grands hommes chez vous ici? C'est Cromwell, c'est qui? On dit non, chez nous les grands hommes, c'est ni Cromwell, ni les rois et tout ça, chez nous les grands hommes, c'est celui qui a la capacité d'illuminer les autres. C'est-à-dire par son génie, parce que tout le monde n'a pas ce génie-là. Il y a très peu de gens sur la planète qui ont la capacité d'incarner un génie. Le génie qui permet aux autres de pouvoir s'amender des sièges de l'existence. C'est que Schopenhauer appelle les sièges de l'existence. Nous sommes assiégés en permanence. Manque d'électricité, manque d'eau, manque des routes, santé. Ce sont les sièges de l'existence. L'homme a vocation à vivre de manière pérenne, à ne pas s'éteindre, de manière perpétuelle. Alors pour vivre de manière perpétuelle, il faut lever les sièges de l'existence. Les maladies et toutes ces choses-là et tout. Et ça se fait comment? Par la connaissance. Donc en Angleterre, on a dit à Voltaire que le seul à nos yeux qui avait notre respect profond, c'est les gens comme Newton, qui ne demandent rien, qui vous éclaire simplement avec sa science. Il ne veut pas être élu, il ne veut pas gérer la cité. Ça ne l'intéresse pas. Son travail sur Terre, il est né pour venir illuminer les autres. Voyez-vous, c'est là où résident les potentiels les plus intéressants de la vie humaine. Prenons l'exemple. Je le dis tout le temps. Qu'est-ce que nous retenons de la Grèce antique? Les noms du roi, vous et moi, on a peut-être appris ça, mais on ne sait plus quels étaient les rois. Mais nous retenons de la Grèce antique des éléments jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 2500 ans. Et si on doit remonter aussi bien chez les Perses que chez les Chinois, on retiendra chez les Perses Zarathustra, Zarathustre, qui est un penseur, un philosophe, un mystique qui a produit énormément, qui a fait que, quelqu'un comme Nietzsche écrit par la suite, ainsi par les Zarathustra, pour pouvoir apprendre un peu certaines thèses de cet immense philosophe et prophète. On traverse, on va chez les Chinois, Confucius, 2600 ans, jusqu'à aujourd'hui on en parle. Mais tous ceux qui ont géré l'Empire, on ne les connaît pas. On ne connaît pas. On ne connaît que Confucius. Bien sûr. On revient en Grèce antique, Socrate, fils des pauvres, sa mère est sage-femme qui s'occupe des pouvoirs, des naissances et tout ça, et c'est un pauvre à la base, il n'a rien, on ne sait même pas où il a fait son éducation, mais son nom est appris dans toutes les écoles du monde jusqu'à aujourd'hui. Platon, Aristote, Épicure. Les exemples sont à foison. Voyez-vous, ce qui reste c'est ça. Donc, notre travail à nous, c'est de nourrir la pensée parce qu'elle est éternelle. Parce que nous, quelqu'un comme moi, j'essaie de toute façon appartenir à un pays qui ne lit pas, je naîtrai de manière posthume. C'est une phrase qui me touche particulièrement. Oui. Naître de manière posthume, ça veut dire que finalement, vous ne croyez pas à la capacité de cette société à comprendre votre pensée à vous, ou alors s'ils la comprendront, c'est bien après. Mais écoutez, quand vous voyez la valeur qu'on donne à la connaissance, qui est la nôtre, j'ai été enterré Kamana seul. Kamana a produit pour l'Afrique et pour le monde. Il a produit pour l'Afrique et pour le monde. Kamana a enseigné aussi bien en Europe qu'en Afrique. En Afrique, il a enseigné au Cameroun et en RDC. Il a produit énormément. Il est au-delà d'une quarantaine de livres. Il est enseigné partout. Ce matin, quelqu'un de proche m'a envoyé un petit message de Pythagore disant que élevez vos enfants correctement, vous n'allez pas vous battre contre les adultes imbéciles. Mais en ce qui concerne l'éducation, quels sont les maîtres de l'éducation, de la structuration d'un pays? Alors vous posez là le doigt sur la plaie, mais vous allez plus loin que ça, parce que finalement, alors moi je me suis dit à un moment, mais de tout temps la philosophie est un peu liée à l'Église, n'est-ce pas? La religion, pour moi, qui a toujours évolué avec la philosophie. Non, c'est-à-dire que la religion, c'est un paramètre de la philosophie. La théologie fait partie de la philosophie. C'est un domaine philosophique. Comment on gère le sens, la transcendance, les questionnements sur soi, sur son origine et sur le futur. Ce sont des questions tout à fait naturelles pour quelqu'un qui pense.
Je viens d'où? Qui suis-je? Où irai-je après cette vie? Ces questions sont totalement légitimes. Mais ces questions ont été posées par nos ancêtres aussi. Ce ne sont pas les questions qui arrivent maintenant depuis 1885. Ces questions existaient. C'est pour ça, quand je disais tout à l'heure, les Monzambe, Vidimukulu ne sont pas des noms qui sont arrivés avec la colonisation. Bien. Maintenant, on constate qu'effectivement, ceux qui ont leur religion d'origine s'en sortent très bien. Et ceux qui ont la religion d'emprunt ne s'en sortent pas. Ça se pose la question. Est-ce que nous avons la bonne religion? Vous pensez qu'il y a la religion? De la religion des religions telles qu'elles prolifèrent en RDC, qui sont devenues quasiment une gangrène et même un cancer d'une certaine façon, parce qu'on voit les conséquences. Il y a les enfants dans la rue qui sont traités de sorciers. On n'a jamais connu ça, puisque la sorcellerie chez nous, c'est quelque chose qui est connu de longue date, mais pour accéder à la sorcellerie, il fallait avoir un certain âge. On n'est pas sorcier à 5 ans, 6 ans, à 2 ans, 3 ans. Un bébé n'est pas sorcier non plus. Mais aujourd'hui, on a transposé ça, on peut maintenant taxer tout le monde de sorcier. La religion catholique, qui est ma religion d'origine, je l'attaque pour plusieurs raisons, qui sont d'ordre sémantique, d'ordre même philosophique, par rapport à la raison. Donc elle a tué la raison pour soutenir une dimension politique. Mais simplement la religion catholique a l'avantage par rapport aux autres, à mes yeux, elle m'a apporté l'accès à la culture internationale. C'est-à-dire l'accès à l'écriture, à la compréhension du monde, l'accès au questionnement, l'accès à la raison. C'est par la religion catholique, parce qu'elle arrive ici, dans ses valises, il y a la colonisation, mais à côté de ça, on apprend à lire, à écrire, c'est un modèle quasi universel, et finalement on s'en sort, on comprend comment fonctionne le monde. Elle ne nous empêche pas de pouvoir nous questionner, surtout, y compris sur elle-même. La religion catholique te dit, voilà, pose-toi des questions. C'est pour ça qu'elle est toujours réformée tout le temps, parce que les questions modifient. La liturgie ancienne, qui était celle latine, n'est plus applicable partout en Afrique, parce que l'Afrique a décidé de pouvoir faire sa propre liturgie. Donc, quand on a les textes de certains prélats ou prêtres comme Oscar Bimweni, c'est d'une profondeur absolue. C'est un prêtre, mais qui remet en cause un certain nombre de choses dans la religion catholique. Donc, l'autocritique est là, elle est permanente. Maintenant, à l'origine, il y a un problème. C'est la religion catholique qui est à la base de la controverse des Valladolid, qui a permis à ce qu'on puisse lancer l'esclavage et à considérer qu'effectivement, il y a une partie de la population humaine qui a été maudite sur le fondement de la Genèse. Et que par conséquent, ces gens-là doivent payer et doivent être traités comme des sous-races où ils ont une sorte d'inhumanité. Et pour s'amender, ils doivent être soumis à l'esclavage, à la colonisation. Et finalement, c'est par les sangs de Jésus qu'ils vont partir au paradis. Voyez-vous? C'est-à-dire que vous avez tous ces éléments-là qui m'offusquent, qui attaquent ma raison, qui repoussent ces choses-là. Humainement, je ne peux pas accepter. Et lorsque vous avez eu la chance de faire l'Occident réel, c'est quoi? Ce sont les bibliothèques, ce sont les grandes écoles, ce sont les grandes conférences. Y participer, comprendre comment ça fonctionne, écouter la musique classique, comment elle est composée, pourquoi ils ont fait ça. Poser toutes ces questions sur une situation. L'art majeur. L'art majeur. C'est ça l'art majeur. Donc, on revient de l'Occident, mais avec toute une bibliothèque. Et on comprend une chose de l'Occident. L'Occident se prévaut sur l'universel, ça c'est l'herméneutique notamment de Paul Ricoeur. Mais l'Occident laisse la porte ouverte. Et cette porte ouverte, une brèche très intéressante dans laquelle est rentré Mudimbe en disant l'universel n'existait pas. Il n'existe que l'addition de chaque civilisation pour former l'universel. Il n'y a personne qui peut, au départ de son périmètre, de son champ, déclarer l'universel. Et ça, ce sont les discussions qu'il faut avoir à un très haut niveau dans un pays. Sur il faut débattre. Dire, voilà, nos penseurs congolais, qu'est-ce qu'ils pensent de l'universel? Ah, ça c'est les droits universels. Ben oui, mais de quel point de vue? Si c'est du point de vue occidental, ce n'est pas universel. C'est par rapport à sa civilisation. Par exemple, l'histoire de l'homosexualité. On dit que ça doit être universel. Ah non. Ma civilisation peut consentir qu'effectivement, il y a des gens, je me souviens de très longtemps, il y a des gens qu'on appelait homosexes et tout ça, qui traînaient ici et là, mais ce n'était pas une institution. Mais ce n'est pas, ça ne fait pas partie du corpus des règles de chez nous. Société, donc ce qui fait que si vous avez votre part de cet élément-là, ça ne doit pas être appliqué à toute la planète.
Or, l'Occident exige que ce qu'il pense doit être appliqué sur le plan universel. On dit non, l'universel c'est l'addition de chaque civilisation, de chaque position sur la planète pour former un tout qui doit être convenable. Et d'ailleurs, là-dessus, je pense que c'est ce qui permet de pouvoir travailler sur l'universel. Il faudrait utiliser d'ailleurs leur propre méthode, qui est la méthode de John Rawls, les voiles de l'ignorance. C'est-à-dire, on met les règles en ignorant, ça va s'adresser à qui? Mais chacun apporte les règles. Mais qu'est-ce qu'on cherche? Les règles raisonnables. Chaque pays apporte les règles et on doit les évaluer par rapport à un critérium, à une grille de lecture pour que finalement cette addition, cet amalgame de toutes ces règles forme l'universel. Et donc sur la question de la religion, oui. Vous pensez que notre pays doit davantage s'ancrer sur ses propres valeurs, ses propres religions. Bien sûr. Ces religions que l'on a héritées de nos ancêtres, oui. Qui sont parfois critiquées aujourd'hui en raison de leur côté parfois animiste. Alors quelle réponse vous donnez à cela? Parce que c'est l'entendement commun, malheureusement. Mais attendez. Aujourd'hui, les maîtres de l'animisme, c'est quoi? C'est l'environnement. Oui, c'est-à-dire, il y a des choses qui sont palpables, qui sont là, mais personne ne peut les évaluer. Quand on voit les travaux que font les gens de Greenpeace, qui s'attaquent à tout ce qui dénature la nature. Parce qu'on part du principe que la nature a une âme, que chaque être vivant a une âme et qu'il faut protéger. Cette vision-là est-elle africaine? Non, elle n'est pas africaine. Ceux qui ont dénaturé, qui ont massacré, qui ont abîmé la nature, se rendent compte qu'on est en train de tout détruire et que finalement on n'a qu'une seule planète, on ne va pas la remplacer. Les Africains travaillent là depuis des millénaires. Aujourd'hui, comme ça vient de l'Occident, qu'on trouve chez nous des tourbes pour pouvoir protéger cette histoire de carbone et tout ça, on dit, ah oui, mais c'est extraordinaire, ces gens-là ont conservé et tout ça. Mais ils ont conservé parce qu'ils ont une culture de la conservation des espèces, parce que ça participe à leur vie, à leur spiritualité. Voyez-vous, rien que dire ça, c'est déjà donner la solution au problème. Qui peut prétendre dire ça dans les grands forums que les penseurs qui ont pensé à la situation? Maintenant, regardons. Chaque matin, nous consommons les produits qui viennent de la Chine et de l'Inde. Quelle est la religion de la Chine? Quelle est la religion de l'Inde? Est-ce que c'est la même religion que l'Occident? Non. Les rapports qu'on a avec l'Occident, c'est un rapport des dominés à dominants. Donc, ils viennent, ils nous imposent une religion, ils nous imposent des noms, on doit porter leurs noms, on doit pratiquer leur religion, on doit se soumettre, on doit leur donner nos masques, nos minerais, tout. Et on doit en plus appliquer les religions et se soumettre obligatoirement. Avec l'idée de la controverse de la Valodée en disant, non, soumettez-vous, votre Dieu est mauvais, tout ça est mauvais, parce que vous irez au paradis par la suite, il faut absolument renvoyer, mettre de côté, brûler vos masques et tout ça. Mais ces masques dont ils disaient qu'ils étaient mauvais sont où? Oui, dans leur musée. Dans leur musée. D'où puissance. Et la transition est bien trouvée, justement, parce que puissance, c'est le titre de votre livre. Et je voudrais qu'on en parle, justement. Parce que le terme en lui-même est très fort. Il sonne fort, puissance. Que signifie exactement ce mot dans votre pensée philosophique et politique? Puissance. Quand vous dites puissance, ça vous ramène à quoi? Qu'est-ce qu'on retient? C'est la volonté de vie exacerbée, mise en lumière par les savoirs. Se gouverner soi-même, c'est se connaître et se projeter. C'est empêcher que tout ce qui peut bloquer l'évolution de mon être, de mon épanouissement, soit éliminé. La puissance est d'abord la volonté de vie. Peu importe le domaine. Peu importe le domaine. La volonté de vie pleine et entière, sans obstacle. Il faut lever tout obstacle qui s'oppose à ma volonté de vie. C'est ça la puissance. Et comment maintenant on l'exerce de manière pratique? C'est par l'intelligence, par le savoir. Vous voulez être puissant, d'où on voit aujourd'hui, Trump s'est traîné jusqu'en Chine, aller faire des génuflexions, parce qu'ils sont puissants. Ils sont très puissants. Et il ne veut pas dire faire ce qu'il lui veut. Ils sont puissants. Comment sont-ils devenus puissants? Parce qu'ils ont été jusqu'au XVIIe siècle, les numéro 1.
Au XIXe siècle, la Chine était numéro 1. Et l'Angleterre, la France sont organisés pour aller casser la Chine avec l'opium, avec tout ça, avec la religion. Ils ont amené l'opium et Jésus en Chine. Ils ont consommé l'opium, ils ont refusé Jésus. Et après, ils sont débarrassés d'opium, ils sont restés chinois. La société chinoise était quasiment par terre. Ils ont commencé à se reconstruire tout doucement jusqu'à 1945, lorsque, en 1949, avec la révolution maoïste, Mao dit on doit reprendre notre place. On reprend cette place par quoi? Pas par la religion, pas par la position des autres. Il dit on va faire le socialisme scientifique. C'est ça Mao, avec son petit livre. Le socialisme scientifique. La place prépondérante du savoir va gouverner notre être. La noblesse chinoise passe par la connaissance et les compétences. Le critère fondamental. Ils ont repris leur place, ils sont en train de reprendre leur place, ils sont en train de se soumettre à toute la planète. Peut-être pour qu'on comprenne mieux ce concept de puissance, est-ce qu'il y a une différence selon vous, ou dans votre entendement, entre justement puissance, pouvoir et domination? Est-ce que ça se tient? Quand on parle de puissance, ça se tient. Il faut dominer, il faut... Ça se tient. La puissance ouvre les spectres des possibilités dans tous les domaines où on se positionne de manière hiérarchique au-dessus. On ne peut pas être attaqué par qui que ce soit parce qu'on a une bombe nucléaire, on est puissant. On a fabriqué ça par l'intelligence. C'est la puissance. C'est la puissance. Personne ne peut tenter de pouvoir attaquer la RDC, tout ça, c'est pas possible parce qu'il sera écrasé. C'est la puissance. La production intérieure et la transformation de matières premières sur place, c'est la puissance. L'imposition des prix de nos matières premières dans le monde, c'est pas ça en RDC, c'est ça la puissance. Je ne peux pas concevoir qu'effectivement on puisse continuer à faire du troc et croire qu'on peut aspirer à la puissance, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer l'intelligence, les savoirs nécessaires pour injecter dans ces matières premières pour les transformer. C'est ça la puissance. Les mettre à la disposition de tous, que tous les désesperados puissent venir en RDC les ramasser et tout ça, moyennant c'est lui qui propose ici, c'est lui, c'est là. Finalement, vous appelez la RDC à s'inscrire dans la logique de la puissance. Totalement. Mais est-ce que finalement, vous n'êtes pas en train d'appeler à une sorte de... Parce que la puissance, on le voit bien à travers le monde, vous avez parlé des exemples des pays puissants, ça vire très rapidement vers l'autoritarisme plutôt que l'émancipation. Et donc là, on est presque dans un modèle occidental à l'américaine. Est-ce que le Congo doit suivre le même exemple? Est-ce qu'il n'y a pas un risque derrière de minimiser des valeurs comme la démocratie, le pluralisme, le dialogue, les droits et libertés, simplement parce qu'on est dans une quête de puissance? C'est-à-dire que le principe est celui-ci. Ce principe a été appliqué dans la Rome antique et aujourd'hui aux États-Unis. Dans la Rome antique, on disait que, bon, César, tu as le droit d'être dictateur, mais tu es dictateur en dehors de Rome. Tu es dictateur pour aller chercher, faire des razzias, aller piller à l'extérieur et ramener à Rome. Toutes les terres que tu vas conquérir, toutes tes conquêtes doivent apporter à Rome un bien-être supplémentaire. Tu es dictateur, tu es nommé dictateur pour cet office-là. Mais à Rome, le Sénat doit délibérer pour prendre des décisions. Ce n'est pas négociable. C'est un pays démocratique. Il fonctionne de cette façon-là. Aux États-Unis, je pense que c'est Roosevelt ou Eisenhower, si je ne m'abuse pas, qui lance les 4 libertés. Opinion, religion, et tout ça, ne pas avoir peur, toutes ces libertés-là. Mais Noam Chomsky, qui est un philosophe du langage et de la communication, dit non, vous avez oublié la 5e liberté. La 5e liberté est celle d'aller piller à travers le monde, d'aller prendre du pétrole en Guinée équatoriale, d'aller chercher du pétrole en Arabie Saoudite, dans les Émirats arabes, de soumettre les Vietnam, de faire tout ça. Mais l'autorisation est donnée aux services des renseignements américains extérieurs qui n'ont pas le droit d'agir à l'intérieur. Allez faire ça à l'extérieur pour le bien-être des États-Unis, pour la protection des États-Unis, pour ajouter un plus aux États-Unis. Allez enlever un président chez lui à la maison, Maduro, pour lui prendre son pétrole. C'est la 5e liberté. Est-ce que ça touche à la démocratie américaine? Non. Il y aura à la fin du mandat de Trump, quelqu'un d'autre viendra. Les règles internes restent figées. On ne bouge pas.
Et donc cette puissance-là, c'est celle que vous soutenez? C'est celle que je soutiens pleinement. Mais ce que Trump a fait à Maduro, il ne peut pas le faire à Xi Jinping. Il ne peut pas faire ça à Pyongyang, là-bas, en Corée du Nord. Il ne peut pas aller le faire là-bas. Il ne peut pas le faire chez Poutine. Il ne peut le faire que dans les petits pays qui ne sont pas puissants, qui n'ont pas cette puissance-là. Parce qu'ils n'ont pas investi dans la connaissance, dans la puissance de la raison, dans la science. Et donc si ces pays-là veulent éviter ce genre de traitement, ils doivent devenir puissants. Forcément. Si quelqu'un fait la démonstration aujourd'hui, c'est bien les Nord-Coréens. Il n'a pas les biens-vivre extraordinaires, mais il a fait des armes qui font que personne ne puisse l'attaquer. Il a les armes. Il a investi massivement dans ça. Il dit non, prioritairement, on met d'abord ça. Le Pakistan aussi, l'Inde aussi, la Chine. Donc, dès que tu as l'arme nucléaire, tu as le respect de tous. Tu veux participer à la table. C'est pour ça que Trump peut se déplacer pour aller voir ces messieurs-là. Il donne un rendez-vous quelque part dans un pays tiers, mais il doit aller le voir. Parce que le type détient des armes nucléaires. C'est ça la puissance. La puissance n'a rien à voir avec sur le plan interne. Et quand vous voyez bien dans le texte, j'insiste sur les droits et libertés des Congolais ne peuvent pas être touchés. Notre puissance doit déployer ses effets vis-à-vis de l'extérieur. L'homme est un loup pour l'homme. Vis-à-vis de l'extérieur. Personne ne pourra nous attaquer parce que nous sommes armés pour pouvoir le faire, pour répondre, pour agir, pour régler ces problèmes rapidement. Mais il est hors de question que quelqu'un puisse se prévaloir d'appliquer. Donc, cette puissance n'est pas conférée à un individu, président, premier ministre, ministre ou chef de je ne sais pas quoi, là, tout ça, pour pouvoir nous imposer quoi que ce soit. Non, non, non. Ça ne sert pas à ça. Cette puissance, c'est pour participer à la table des discussions, notamment parmi les 5 membres du Conseil de sécurité. Alors, la trajectoire, qu'est-ce que je raconte? La puissance est donc une trajectoire que nous devons emprunter pour atteindre un objectif, celui d'être puissant. Je me répète un peu, mais on comprend ce que je veux dire. Mais ça suppose qu'il y ait des gens qui puissent les mettre en œuvre. Et ici, on pense à la responsabilité de l'élite, de l'élite congolaise, dont vous faites partie aussi dans une certaine mesure. Et donc, il y a un doigt accusateur sur le rôle de cette élite. Quel est votre point de vue sur le rôle de l'élite congolaise dans cette trajectoire que nous devrons emprunter pour atteindre la puissance? Et j'ai suivi un long débat que vous avez toujours eu justement sur la notion d'intellectuel, mais on ne refera pas le débat aujourd'hui. Très bonne question, Monsieur Lébé. Cette question qu'il faut mettre en porte-à-faux dans le miroir, les reflets du miroir de l'intellectuel, c'est quasiment la même question. Qu'est-ce donc l'élite? Puisque dire que l'élite a failli, c'est qu'une élite existe. Bien. Qui dit élite, il y a un critérium qui est établi, c'est quoi une élite? S'il y a une élite, il ne peut pas avoir de faillite. L'élite, sa vocation, c'est de promouvoir le savoir, l'architecture nationale, sa structuration, les droits des anciens et les droits des nouveaux, c'est-à-dire les droits naturels et les nouveaux droits qui sont arrivés, doivent être pleinement appliqués, produire leurs effets. L'élite qui n'investit pas dans l'intelligence n'est pas une élite. Il n'existe nulle part au monde une élite qui n'injecte pas le moyen nécessaire dans l'intelligence. Ça n'existe pas. Est-ce qu'il existe une élite au Congo? Non, il n'y en a pas. Je suis désolé de pouvoir le dire, il n'y en a pas. Et j'ai avec moi le professeur Bongeli qui a dit la même chose. Il n'y a pas d'intellectuel. L'élite n'a pas d'état d'âme. L'élite est mathématique. L'élite n'est pas partisane. L'élite, c'est la transformation sociale. Comment on la transforme? Quels sont les mécanismes qui nous permettent de pouvoir faire en sorte que ce pays riche, d'une richesse insolente, d'une abondance tropicale, puisse prospérer? Donc on revient aux fondamentaux de votre pensée. Promouvoir la connaissance, promouvoir le savoir pour pouvoir atteindre justement cette puissance. Ok, responsabilité de l'élite posée. Vous nous montrez un peu comment faire l'absence de l'élite. Créer Il n'y en a pas. Cette élite qui n'existe pas. Mais responsabilité de la population aussi. Est-ce qu'on peut aller vers la puissance sans une sorte de révolution morale? Parce que il ne faut pas qu'un dirigeant. Il y a un peuple aussi qui doit certes suivre une vision, mais qui a un rôle à jouer. Est-ce qu'aujourd'hui, cette population joue ce rôle pour la transformation? Mais je viens de le dire, quand vous allez aux élections avec une population non instruite, vous espérez quoi? Ils vont voter pour quoi?
Ils vont voter pour la famille, ils vont voter pour ceux qui donnent un peu d'argent et à manger, à boire, c'est tout. Ils ne votent pas pour un projet politique, ils ne connaissent pas les projets politiques parce qu'ils ne savent ni lire ni écrire. Nous sommes un pays quasiment à 90% analphabète. Ça reste notre réalité, comment on fait? Oui, mais il faut régler ces problèmes-là. C'est pourquoi j'ai dit l'investissement de l'élite, c'est-à-dire que celui qui est en responsabilité numéro 1, numéro 2, sa vocation à pouvoir modifier le pays, c'est créer l'élite. On crée par quoi? En investissant l'argent, en mettant l'argent dans l'éducation, dans la transformation. Tout ça, il faut mettre l'argent. Il faut former cette élite-là. Pourquoi est-ce que les Belges nous disent qu'ils ne peuvent pas nous donner le pays? Ils disent que parce que vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Sur quel plan? Plan des connaissances. Vous n'êtes pas encore suffisamment instruit pour prendre ces pays en charge. Et comment voulez-vous donner la responsabilité à quelqu'un d'aller voter alors qu'il n'est pas instruit? Tout simplement parce qu'il est congolais, ça suffit pour pouvoir voter? Non, ça ne suffit pas parce qu'il ne sait pas pourquoi il vote. Il n'a pas les compétences pour évaluer, il n'a pas la raison, il n'est pas éclairé. Vous savez, Saper Yaoundé, qui est le slogan des gens de l'époque des Lumières, des philosophes des Lumières, Saper Yaoundé, ose connaître. Tout simplement. Un individu, un être humain à part entière ne peut pas prendre une décision sans savoir pourquoi il prend la décision. Comme un mouton. Ah, ma famille vote pour Manjolo, je vote aussi pour Manjolo. Bah non. Manjolo est peut-être quelqu'un d'exécrable, qui n'est pas important pour ces pays, qui va détruire les pays. Pourquoi tu vas voter pour lui? Ah, parce qu'il est de chez moi. Bah, parce que c'est mon cousin. Parce que c'est mon oncle. C'est pas. Il n'y a aucun raisonnement là-dedans. Et pour qu'il y ait raisonnement, c'est dire non, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que j'ai réfléchi. Et regardez, aujourd'hui, on a une télévision de l'extrême droite, en France, CNews, dont l'émission phare, c'est celle de Pascal Praud. La fille de Pascal Praud, sa tendance aujourd'hui, c'est de faire voter les gens RN. La fille de Pascal Praud vote Mélenchon. Elle est éclairée. Elle dit non, je ne peux pas voter extrême droite, je vais voter Mélenchon. C'est-à-dire, elle est contre son père. Son père a tout fait. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ma fille... Ta fille, tu lui as donné l'éducation. La France lui a donné l'éducation pour évaluer par elle-même. Pas par le fait que tu es son père et il va suivre. Non, il ne suivra pas. On doit arriver à... Un peu comme ce que Le Pen a fait avec son père. Bien sûr, d'une certaine mesure. Dans une certaine mesure. Dans une mesure, mais ici c'est beaucoup plus criant parce que là on a vraiment une télévision de l'extrême droite, c'est-à-dire cet enfant est nourri par l'argent de son père qui vient de l'extrême droite de cette télévision, mais l'enfant c'est rébiffe en disant non, moi je refuse. C'est très intéressant ce que vous dites parce que ça centre le débat sur l'homme. Oui. Et quand vous parlez de la population congolaise, j'y vois la jeunesse congolaise, oui, parce que finalement elle est majoritaire. Et votre livre aussi est une sorte d'appel à la jeunesse, oui, de prendre conscience justement de sa responsabilité. Comment on fait justement pour parler à cette jeunesse qui semble avoir d'autres préoccupations aujourd'hui? Mais il y a plusieurs mécanismes pour accéder à la jeunesse. J'essaie de faire une conférence dans les universités. J'y étais encore il y a 2-3 jours, et à l'UCC, mais bizarrement c'est toujours plein. Quand j'arrive, il n'y avait même pas de place. Il y en avait une cinquantaine, une centaine qui étaient à l'extérieur, qui n'ont pas pu accéder parce que la salle était trop petite. Bon, c'est pour dire effectivement la jeunesse est intéressée. Pourquoi est-elle intéressée? La jeunesse un peu instruite se pose des questions sur... Un peu instruite, hein, j'entends bien, parce que comme je disais tout à l'heure, on a une population à 90% analphabète. Dans les 90%, il y a beaucoup de semi-lettrés qui se font passer pour des gens lettrés. Même ceux qui ont été jusqu'au bout à l'université, s'il faut voir comment ils écrivent, comment ils parlent, quels sont leurs termes de référence et tout ça, c'est d'un vide absolu. Vous avez des gens qui ont fait de la première année d'école primaire jusqu'à la dernière année d'université qui n'ont jamais lu un livre entièrement. Vous dites lisez encore, mais il y a des gens... Pas un seul livre. C'est-à-dire que la personne s'est contentée de pouvoir ingurgiter un syllabus et les régurgiter comme un perroquet, et puis après, bon, c'est certifié. Cette certification d'usine dont je parlais dans la révolte métaphysique, donc les usines sont ouvertes, et la révolte métaphysique est même dans la géologie de l'intellectuel. Donc, ça ne fait pas de lui quelqu'un qui a compris comment fonctionne le monde. Parce que le monde fonctionne sur la comparaison, la confrontation des plusieurs textes qu'on lit. Ah, tel a dit ça, tel a dit ça. Ah non, je ne suis pas d'accord. Ah, finalement, je me fais ma propre raison. Cette analyse critique permanente et tout ça. C'est ça. Donc, ces jeunes-là, quand ils se lèvent au matin, qu'on leur dit que tout va bien, et qu'il doit se lever, il habite Lemba, il doit se lever à 4h du matin pour arriver à Limete. À 4h du matin. Il est à peine à plus ou moins 1,5 km, 2 km, à 4h du matin pour son transport. Et quand il prend ce transport, il y a tellement de soucis sur les chemins, des bagarres sur les chemins. Il arrive à l'école transpirant, puant le bouc. Et il doit passer toute la journée sans manger. Il se pose la question en disant, comment est-ce qu'on doit faire pour sortir de ça? Parce qu'il a encore dans toute cette fraîcheur,
cette volonté de puissance naissante qui est en lui, ces feux ardents qui est en lui, et il est prêt à entendre un autre son de cloche. Un son de cloche où on n'applaudit pas les gens. Un son de cloche où on ne dit pas que tel est beau, tel est ceci. Non, un son de cloche est raisonnable. Qu'est-ce qu'on peut me proposer? Et là, moi, je pars avec un discours de les responsabiliser. Non, je ne te propose rien. Je te dis, tu es responsable de ta vie. Voilà comment tu dois fonctionner dans ta vie. Les outils de réflexion sont là. À toi maintenant de mettre en œuvre avec tes copains. Alors, le temps est passé très vite. Ça va être mes 2 dernières questions. On n'aura pas eu le temps de tout épuiser, mais je pense que l'essentiel aura été dit. Monsieur Pépin Guillaume Mangiolo, vous êtes l'auteur de cet excellent livre, Puissance. Je vais me mettre à un prisme plus large, à un prisme africain. Est-ce que vous pensez que l'Afrique peut devenir une puissance au XXIe siècle, et ce serait à quelles conditions? Une des premières conditions, c'est son authenticité. L'Afrique subsaharienne, bien entendu, j'entends, pas l'Afrique du Nord. Nous ne sommes pas dans la même historicité, nous sommes dans un domaine différent. Ce sont des Arabes qui sont venus s'installer en Afrique et tout ça, qui sont partis de la péninsule arabique, qui sont venus avec les religions, qui ont dominé une partie du Sahel et tout, et voilà. Donc, ils sont un peu dans leur cosmogonie d'origine, depuis les 7e, 8e siècles, avec l'islam. Et au cœur de l'islam, on a construit une pensée, une philosophie, la charia comme mode de fonctionnement, des cités et tout ça. Donc l'islam couvre tous les spectres des possibilités de gestion de la société. La recherche, d'ailleurs, dans les Corans commencent par ces mots ikra, donc cherche pour trouver en permanence. Et c'est pour ça qu'on a des grands penseurs comme Averroès et tout ça qui est né à Cordoue, mais qui est quand même un penseur arabe. Et il y en a plusieurs, les Ibn Battuta et tout ça. Il y en a plusieurs, dont les géographes Ibn Battuta notamment, qui a fait beaucoup de travaux. Ils sont nombreux, ils sont très nombreux. Donc là, ça ne concerne pas. L'Afrique subsaharienne a un problème. Le premier problème, c'est qu'on l'a déraciné tout en restant sur cette terre. On lui a dit de croire en un Dieu qui n'était pas le sien, d'envisager Dieu comme blanc. Vous voyez, la plupart des gens qui sont dans les églises pensent que Dieu est blanc, Jésus est blanc et tout ça. Voyez-vous, le matraquage qui a été fait, le nettoyage du cerveau qui fait que dès qu'on contredit ça, on passe pour sorcier, pour quelqu'un qu'il faut absolument tenir à l'écart. Et cette Afrique subsaharienne, c'est la seule partie du monde qui porte les noms des autres individus de la planète. C'est-à-dire qu'on ne donne pas à nos enfants nos noms, on donne les noms des ancêtres qui ne sont pas les leurs. Nous sommes le seul peuple au monde qui a ça. Les gens ne savent pas, ils vont se dire, oui, l'Amérique latine et tout ça, l'Amérique latine, ce sont les Européens. Les Espagnols, les Portugais sont partis occuper là-bas et tout ça, qui ont imposé ces règles-là. Mais nous, chez nous, propriétaires de nos terres, on vient nous dire que nos noms sont mauvais, il faut s'appeler Guillaume, Armand, machin, tout ça. C'est ça nos noms qu'on nous donne. Vous imaginez comme on donne aux chiens des noms. Et jusqu'aujourd'hui, nous prospérons avec ces mêmes noms-là. On ne s'en rend même pas compte que c'est une faillite morale, éthique et historique terrible. Les noms. La religion. Vous savez, vous êtes un peu plus jeune, mais je m'en souviens du Congo des années 60. Puisque je suis quand même né presque au milieu des années 60, et début des années 70, il n'y avait pas autant d'églises. Les églises ont contaminé toute la cité. Pour quel résultat? La faillite totale. Au plus on est dans les églises, au plus on agit comme des mécréants. C'est ça la question. La question est encore plus profonde parce que dans les textes, je propose juste un passage biblique qui est qu'on trouve, je pense, c'est Pierre, 2 Pierre 1,5. Ce passage dit ceci: à la fois, il faut ajouter la vertu, à la vertu, il faut ajouter la connaissance. 3 éléments qui fondent la croyance. Foi, vertu, connaissance. Trouvez-moi un seul pasteur, un seul, pas 2, ou un prêtre, pas 2, qui est à la fois la foi. Bon, la foi, c'est discutable puisqu'on ne peut pas évaluer, c'est ce qu'il dit, lui, voilà, j'ai la foi et tout ça. Bon, ça, c'est une position presque qu'on ne peut pas évaluer, il n'y a pas des règles d'évaluation. Très bien. Mais qui est vertueux.
c'est-à-dire que d'une correction totale, qui ne prend pas les biens d'autrui, qui n'insulte pas, qui ne juge pas, qui applique les 10 commandements. La foi, la vertu au sens de l'écriture, ce sont les 10 commandements. Plein, sans la moindre discussion. N'est jamais jugé. Les églises sont des tribunaux. Oh, qu'ils disent, c'est le mystère public en permanence. Tel a fait ceci, nous le maudissons, tel a fait ça. Les églises sont des tribunaux, des réquisitions. Nous sommes passés des réquisitions basiques à l'inquisition. Tu crois en qui? Dis que tu crois en Jésus comme sauveur. C'est quoi ça? Et donc c'est tout ça qu'il faut changer. Mais est-ce que c'est la vertu ça? C'est pas la vertu parce que la vertu exige qu'on respecte les 10 commandements. On ne peut pas citer le nom de Dieu n'importe comment. On ne peut pas accuser l'autre, on ne peut pas juger. Tout ça, c'est dans les 10 commandements qu'il applique. Deuxième élément, du triptyque qui fonde la croyance. Dernier élément, la connaissance. Qui des pasteurs, à part bien sûr l'Église catholique, qui a travaillé sur les pensées de Pascal, Blaise Pascal, qui a travaillé sur Saint Augustin. Saint Augustin dit, on ne peut gouverner ni Église, ni qui que ce soit sans qu'on soit capable de se gouverner soi-même, de tous ces travers, de les poser au sol, de les disséquer. La dissection de soi permet de pouvoir accéder à la dissection du monde et à l'enseignement. Qui le fait? Monsieur Majolo, il y aura certainement beaucoup à dire sur la question. On essaiera de revenir sur des émissions beaucoup plus élaborées, sur des thématiques beaucoup plus élaborées. La toute dernière question, et vous allez essayer de me répondre en 30 secondes ou une minute tout au plus, c'est de savoir quels sont les prochains challenges après Puissance. Quels sont vos prochains chantiers intellectuels, philosophiques après Puissance? Après Puissance, il y a un texte qui est quasiment fini, qui s'appelle Kalumbu. Kalumbu, c'est ma terre, c'est une partie de mon nom. Et nous avons une principauté qui nous a permis à la fois de participer à la table ronde comme propriétaire terrien dans l'espace Kasaï à Luisa. Et mon père a pris part à la table ronde comme politique et comme propriétaire terrien. Donc Kalumbu, c'est ma terre. J'ai imaginé un personnage qui s'appelle Kalumbu et qui a évalué la situation du pays et qui apporte des solutions d'une rigosité particulière, d'une violence très particulière, parce que les traitements, c'est un traitement d'amputation et non des plâtres. On est toujours dans l'essai ou dans le roman? On est à mi-chemin entre l'essai et le roman. Mais en tout cas, il n'y aura pas la biblio derrière, mais dans les textes, il y a tellement de références. Très bien. On attendra en tout cas ce texte avec beaucoup d'impatience. Oui. Monsieur Guillaume, je vous remercie vraiment d'être passé sur ce plateau. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois. On reviendra. Il y a beaucoup à tirer de vous, de votre sagesse et de votre philosophie. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir suivi cette émission Les Plumes Conscientes dans sa version Cerveau Bleu. N'hésitez pas, prenez votre abonnement. Nous serons de plus en plus nombreux à former cette communauté des cerveaux bleus dont le pays a besoin pour son développement. Entre-temps, lisez encore et lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme, c'est un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu, mais aussi en tant que société, et je rajoute, dans une quête de puissance. Et puis, dans l'amour des livres, vous le savez désormais, n'hésitez pas, osez l'infidélité. À très bientôt. Au revoir.